Le roi des fourmis de l'île de Jeju est né et il est tellement puissant qu'il a, et en une fraction de seconde, décapité un chasseur de rang S japonais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va parler de cet épisode 10 de la saison 2 de Solo Leveling. L'épisode commence avec le match amical entre rang S coréen et rang S japonais qui s'apprêtent donc à débuter. Les rangs S sont tellement puissants qu'ils détruisent petit à petit le gymnase, pourtant conçu pour résister à ce genre d'affrontement. Cette fois-ci, Baek doit y aller un peu plus sérieusement que d'habitude car en face de lui il y a la crème des chasseurs de rang S, faisant, je le rappelle, partie de la deuxième meilleure guilde d'Asie. Et pour l'occasion, c'est d'ailleurs la première fois qu'on verra ça, si je me trompe pas, Baek va totalement transformer ses mains, nous teasant sa future transformation. Pendant ce temps-là, les autres chasseurs coréens se sont fait battre, il ne reste plus que Baek et Ae-in, qui a pris donc l'avantage sur son adversaire, puis finira par l'abattre. Elle se dirigera ensuite vers Baek, qui est en 2 contre 1 pour lui prêter main forte, jusqu'à ce qu'elle soit surprise par un des japonais. Le problème, c'est qu'elle l'a blessé en réagissant par réflexe, ce qui va le rendre complètement foudrage. Celui-ci deviendra un danger et lorsqu'il était sur le point de battre Ae-in, Jinwoo interviendra, jugeant ce coup gagnant beaucoup trop fort pour un simple match amical. Face à l'intervention de Jinwoo, Kumamoto l'attaquera et il se fera maîtriser en une riposte de Jinwoo, surprenant donc ses camarades japonais. En assistant à ça, Ryuji demandera une nouvelle fois à son assistante s'il s'agit bien d'un chasseur de type magicien, ce qu'elle confirmera à nouveau. Le truc c'est que le chef du katana éclair n'est absolument pas convaincu de ça et veut le vérifier lui-même. Suite à cela, l'assistante de Ryuji va venir demander à Jinwoo s'il accepterait d'affronter son maître de guilde, ce que Jinwoo acceptera en souriant, ce qui agacera le japonais. En acceptant, Jinwoo a donné une condition. Il veut que Ryuji se donne à fond, ce qui semble intriguer le maître de guilde. En attendant que le pays est informé du raid qui s'apprête à se lancer sur l'île de Jeju et que les différents chasseurs de Corée se rassemblent pour grossir les rangs de ceux qui assureront la sécurité autour de l'île, Jinwoo et Goto Ryuji vont s'affronter. Pour les autres chasseurs de rang S, ceux-ci leur permettront de voir ce que sont capables de faire Jinwoo et Ryuji, mais plus pour Jinwoo étant donné que la plupart des chasseurs ne semblent pas trop le connaître encore. Ae-in a déjà assisté à l'un des combats de Jinwoo, mais elle veut savoir s'il s'en sortira aussi face à un rang S, tandis qu'elle se questionnera, Baek lui fera savoir que lui aussi il en attend beaucoup de Jinwoo. Il lui fera d'ailleurs part de son hypothèse à propos du chasseur Jinwoo, lui révélant qu'il pense qu'il est capable d'évoluer continuellement. Dès le moment où Jinwoo a terminé son échauffement, Ryuji l'attaquera directement, même si cela l'a surpris, le joueur est parvenu à esquiver, ce qui confirmera les doutes du maître de guilde sur le fait qu'il soit réellement de type magicien. Ensuite, durant leur affrontement, Jinwoo verra à quel point ce chasseur japonais est au-dessus des autres rangs S, mais malgré ça, on voit bien que le coréen se la régale et ne cherche même pas à contrer, alors qu'après toutes ces esquives, il pourrait mais largement. Les autres chasseurs qui regardent le combat sont impressionnés, certains d'entre eux n'arrivent même pas à suivre ce qui se passe. Ae-in, elle, a remarqué que Jinwoo, en plus d'esquiver, évalue son adversaire. Évidemment, Goto Ryuji va aussi le remarquer et va le prendre pour un énième manque de respect. Il va alors arrêter de rigoler et chercher à l'écraser. Cette fois-ci, il va être tellement rapide qu'il va réussir à érafler sur la joue Jinwoo, mais la suite de son attaque sera totalement bloquée. Après ça, les deux chasseurs ne chercheront plus à y aller doucement, ils comptent y aller à fond, mais lorsqu'ils étaient sur le point de commencer le réel combat, ils seront stoppés par leurs camarades respectifs. Le but n'étant bien sûr pas de se blesser gravement ou pire, créer un incident diplomatique. Finalement, Jinwoo sera content du fait qu'il a été stoppé, il se rend compte qu'il avait complètement perdu son sang-froid. En tout cas, avec tout ce qui s'est passé, Jinwoo connaît désormais le niveau de tous ceux qui iront sur l'île de Jeju et il a pris la précaution d'envoyer 5 soldats dans leurs ombres. Pour ceux qui auraient peut-être pas pigé pourquoi il a fait ça, c'est assez simple. En fait, grâce à ça, Jinwoo, avec son nouveau pouvoir échange d'ombre, qui lui permet donc de prendre la place de n'importe laquelle de ses ombres et peu importe où elle se trouve, pourra, en cas de problème, rapidement intervenir sur l'île, car en effet, il ne compte pas participer au raid pour profiter de sa famille. En attendant, sur l'île de Jeju, on nous fait savoir que les fourmis, par manque de proie, se dévorent entre elles. C'est d'ailleurs la reine des fourmis qui nous donne l'information. Elle ajoutera que pour pallier à ce problème, elles doivent absolument quitter cette île. Elle parlera ensuite de la nécessité qu'un puissant enfant naisse dans leur rang, un enfant qui serait capable de diriger leur royaume, et quand elle dira ça, on pourra voir qu'une fourmi qui semble être bien plus grosse que les autres est en train de sortir de son œuf. Une fourmi qui effectivement a l'air d'être puissante et qui va alors attendre l'arrivée des chasseurs. Avec le jour suivant, on aura aussi le début du raid de l'île de Jeju, donc la première flotte arrivera près des côtes de l'île de Jeju, les flottes suivantes arriveront chacune leur tour par la suite. Comme on le sait, de nombreux chasseurs ont été placés autour de l'île, histoire de ne laisser aucune fourmi sortir du périmètre, tandis que les chasseurs de rang S, eux, vont bientôt être déployés. On apprendra au passage que le chasseur de rang A, Lee Min-sung, qu'on a récemment découvert, sera lui aussi envoyé sur le front. Le groupe de Ki-hoon qu'on a rencontré lors du donjon de Kargalgan sera de la partie aussi, avec Park, qui a participé au portail rouge, ainsi que l'ami de Jinwoo qui a survécu au double donjon. Jinchul fera savoir au président Go que tout le monde est prêt, que ce soit de la garde côtière du continent jusqu'aux chasseurs de Jeju. Il ajoutera que l'équipe de diversion s'est bien infiltrée sur l'île. On finira par voir que parmi les chasseurs de rang S, il y a un nouvel arrivant. Il s'agit de l'ami de Baek qui a finalement changé d'avis. En effet, l'équipe de diversion est déjà sur l'île et les 10 chasseurs de rang S se sont séparés en plusieurs groupes. On aura les groupes
Alpha au nombre de 3, Bravo qui sont 2, Charlie composé de 3 chasseurs et Delta avec les 2 derniers chasseurs japonais. Tandis que tous les chasseurs japonais confirmeront qu'ils sont tous positionnés, il est temps pour les chasseurs coréens d'atterrir sur l'île. À l'intérieur de l'hélicoptère, chaque chasseur se motive car remplir cette mission est d'une importance capitale, on l'a tous compris, et c'est vrai que si ce raid devient un échec, la Corée ainsi que tous les pays voisins seront confrontés à la menace que représentent ces fourmis. Cette fois-ci, le raid de l'île de Jeju débute officiellement. En effet, les chasseurs japonais débutent la première étape du plan en déployant leur mana dans le but d'attirer les fourmis. Les fourmis, face à tout ce mana, vont effectivement réagir et sortir de leur nid en masse. En se dirigeant vers tout ce mana, certaines d'entre elles vont aussi se diriger vers l'hélicoptère, ce qui forcera Jong-in à intervenir. Après avoir désintégré les fourmis qui s'approchaient de l'hélicoptère, les chasseurs coréens vont atterrir sur l'île et commencer leur mission. Selon le plan, les chasseurs japonais devraient occuper les fourmis pendant 1 heure, ce qui les force à faire vite pour abattre la reine et l'empêcher de pondre. En attendant, le signal d'interférence qui faisait aussi partie du plan va être activé, ce qui, je le rappelle, va empêcher les fourmis d'entendre le signal de détresse de la reine lorsqu'elle se fera attaquer. Jusque-là, tout semble bien se passer. Les japonais combattent les fourmis, ce qui a vidé le nid comme prévu, et ce qui permet donc aux coréens d'y entrer en toute tranquillité pour trouver la reine. En attendant, on retrouve rapidement Jinwoo qui est en train d'effectuer ses quêtes quotidiennes. Il nous fera savoir que s'il n'est pas avec eux, c'est aussi parce qu'il est persuadé que les chasseurs qui ont été déployés sont largement capables de régler le problème. Du côté de Jeju, alors que les Coréens sont toujours à la recherche de la reine, certains d'entre eux commencent à se demander si elle ne s'est pas échappée de l'île. Finalement, ils finiront par trouver la chambre où se trouvent tous les œufs, ils tomberont d'ailleurs nez à nez avec l'œuf géant où se trouvait la mystérieuse fourmi. Du côté des chasseurs japonais, on va voir que l'un d'entre eux va être blessé et va demander à sa camarade de le soigner, tandis qu'ils discuteront, une véritable armée de fourmis se dirigera vers eux, et lorsqu'elle s'apprêtait à le soigner, elle se fera donc décapiter, mais d'un seul coup. On n'a rien pu voir, c'est allé beaucoup trop vite, et là ça commence à se gâter. Et l'épisode se terminera alors sur les visages choqués de ses compagnons, avec l'image noircie des yeux d'une fourmi terriblement puissante. Il est désormais temps de passer à la deuxième partie de cette review, et on va parler de plusieurs choses. On restera néanmoins centré sur les futurs événements de l'île de Jeju. Commençons d'abord par discuter de ce qui nous est annoncé comme étant le roi des fourmis par la reine des fourmis elle-même. Bon, pour ceux qui comme moi kiffent Hunter x Hunter avec ce qui se passe sur l'île de Jeju, on peut tous voir la nette ressemblance avec les événements de NGL, et j'ai même envie de me baser sur ce qui s'est passé dans le manga de Yoichiro Togashi pour vous parler de la suite des événements de Solo Leveling. En effet, j'aurais pu dire qu'il est inutile pour les chasseurs coréens de chercher la reine des fourmis étant donné qu'il est fort probable que suite à la naissance du roi, celle-ci l'ait éliminée. Mais le problème avec cette éventualité, c'est que je me demande qui va s'occuper de pondre des œufs maintenant. C'est donc pour cet élément qu'il est pour moi difficile d'affirmer que la reine est morte, mais bon, vu comme les événements de l'île de Jeju ressemblent quand même beaucoup à ceux de NGL, je me pose la question. Ensuite, la reine lui disait qu'elle souhaitait avoir un descendant puissant, plus fort que n'importe qui, capable de diriger le royaume. Son vœu semble s'être exaucé, car il est, je pense, sûr que cette fourmi qui a éliminé le rang S japonais est tout simplement monstrueuse. D'ailleurs, je pense pas que cette fourmi s'arrêtera là, je suis persuadé qu'elle éliminera la totalité du groupe Charlie. Avec ce qu'on a pu voir durant cette fin d'épisode, on peut aller beaucoup plus loin que ça et se dire que rien ne va se passer comme prévu. Aucun chasseur de rang S ne sera capable d'éliminer cette fourmi qui vient de naître, même pas Goto Ryuji. Le problème, c'est qu'il est fort probable qu'elle se mette à éliminer un à un les chasseurs japonais. Et même si je me trompe et que les chasseurs japonais parviennent à résister face à cette fourmi, ils ne pourront pas s'occuper des milliers de fourmis à côté dont ils devaient détourner l'attention à la base. Pour moi, il est évident que le plan va partir en sucette et que les chasseurs de rang S japonais vont être submergés. Soit on demandera en urgence la mobilisation sur l'île des différents chasseurs postés autour de l'île pour assurer la sécurité, soit ils seront directement attaqués par les fourmis qui, je le rappelle, sont affamées. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de morts si ce cas de figure venait à arriver, mais il fallait s'attendre à ce que le plan ne se passe pas comme prévu. Concernant la fourmi surpuissante qui vient de naître, il ne fait aucun doute qu'elle est au-dessus du rang S. On peut imaginer qu'elle doit être de rang nation maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose au-dessus du rang S. En vrai, c'est difficile à dire, mais vu qu'elle a, et sans problème, dégommé un rang S, on peut logiquement penser qu'en termes de niveau, elle était largement au-dessus. On sera fixé lorsque lors du prochain épisode, on verra si elle a éliminé aussi facilement les deux rangs S qui se trouvaient avec le chasseur qui a été éliminé. En attendant, on peut peut-être se dire qu'elle a été prise par surprise. Pour ce qui est du design de cette fourmi, j'avais fait un short expliquant que pas mal de fans du manhwa étaient assez déçus de ce qu'avait fait l'animé. Il faut savoir que ce boss est très apprécié par les lecteurs et il y a donc beaucoup d'attentes, et c'est vrai que ce personnage, je l'ai pas spécialement trouvé ouf niveau design. Après, n'allons pas trop vite parce qu'il y a quand même un indice dans cet épisode qui laisserait entendre que ce boss est peut-être capable de vivre des transformations. En effet, cette fourmi n'a pas la même apparence lorsque son œuf éclot et lorsqu'elle en sort. On peut voir clairement qu'elle vit une sorte de transformation et il est alors fort probable que plus tard, alors qu'elle sera peut-être en difficulté, celle-ci est une sorte de mutation qui la rendrait plus puissante en plus de se rapprocher du manhwa en termes de design. On va en terminer avec cette vidéo en évoquant Jinwoo. En effet, Jinwoo n'a pas souhaité participer au raid de l'île de Jeju, voulant profiter du rétablissement de sa mère. Cependant, Jinwoo, en profitant de l'entraînement des chasseurs, donc juste avant le début de l'opération, a pris la précaution
précaution de cacher des guerriers de son armée dans les ombres de plusieurs chasseurs. Il a placé 5 soldats en tout et les chasseurs concernés sont Ae-in, Jong-in, Baek, Goto Ryuji ainsi que Gogen-i. Savoir ça est assez important car cela nous permettra d'avoir une idée de comment va se passer son arrivée. Car oui, il est évident de dire que Jinwoo finira d'une manière ou d'une autre par participer à ce raid, on est tous d'accord là-dessus. Le fait d'avoir placé des ombres sur ces différents chasseurs lui permettra, grâce à sa technique échange d'ombres, d'intervenir en une fraction de seconde en cas de problème ou de mort imminente. Le seul élément manquant, c'est que je me demande comment il va faire pour savoir si ça se passe mal. Est-ce que Jinwoo peut ressentir les événements à travers ses ombres, ou est-ce qu'il va savoir ça grâce au caméraman qui a accompagné les chasseurs coréens et qui filme en direct à la télévision? Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez la réponse à cette question. Donc ce qui est pratiquement sûr, c'est que Ae-in, Jong-in, Baek et Ryuji ont peu de chances de mourir étant donné que Jinwoo peut intervenir à n'importe quel moment. Mais selon moi, ce qui va se passer, c'est qu'il est fort probable que les chasseurs coréens finissent par trouver la reine, et lorsqu'ils s'apprêtaient à l'éliminer, celle-ci enverra un signal de détresse à ses fourmis, signal qui, je le rappelle, est bloqué par le système mis en place par les chasseurs, mais je pense qu'au vu de sa puissance, la fourmi qui a éliminé le rang S parviendra malgré le blocage à percevoir le signal de détresse de sa reine et se précipitera pour aller l'aider. Elle arrivera sur place et combattra les chasseurs de rang S coréens, mais lorsque celle-ci prendra l'avantage et sera sur le point d'éliminer un des coréens, Jinwoo interviendra de nulle part grâce à ses ombres et combattra cette fourmi surpuissante. En vrai, j'aimerais trop voir Jinwoo utiliser son armée des ombres face à l'armée des fourmis, mais si cela a lieu, alors selon moi ça se passera à la fin histoire de nettoyer l'île. Malheureusement, tout ce que je viens de dire n'arrivera pas avant l'épisode 12 et 13, en tout cas c'est fort probable. Mais ce qui est sûr, c'est de voir dans le prochain épisode Jinwoo intervenir sur l'île, que ce soit dès le début ou à la fin. Cette fourmi va très certainement être l'ennemi le plus puissant que Jinwoo devra affronter, elle sera peut-être plus forte que Baran qui l'a battu récemment. Malgré la puissance de cette fourmi, il est évident de dire que Jinwoo parviendra à la vaincre et qu'elle rejoindra son armée des ombres. Pour moi, cette ombre propulsera Jinwoo au rang nation, il faudra s'attendre à ce que cette nouvelle ombre possède un titre encore plus élevé que celui de chevalier d'élite et qu'elle devienne donc pour l'instant son soldat le plus puissant de son armée. J'aimerais aussi que ce monstre, cette fourmi, soit capable de parler, j'aimerais qu'elle en apprenne plus à Jinwoo sur les secrets de ce monde. Même si Baran n'a rien dit durant son combat contre Jinwoo, je maintiens mon idée lorsque je dis que l'intelligence des monstres ainsi que leur capacité à parler est corrélée à leur puissance. Donc vous l'avez compris, plus un monstre est puissant, plus il sera susceptible de parler. Si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on voit un chasseur de rang S se faire éliminer de la sorte. Il y a eu Dongsu, mais il n'affrontait pas un monstre, et on compte pas non plus les flashbacks de Baek où l'on pouvait voir un de ses camarades se faire éliminer par des fourmis. Et d'ailleurs, on sait même pas si son pote était un rang S. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fourmi surpuissante va éliminer d'autres rangs S. En voyant ses camarades se faire éliminer, il faudra s'attendre à ce que Goto Ryuji quitte sa position pour aller affronter cette fourmi. Ce qui serait une catastrophe au passage, c'est de le voir lui aussi se faire éliminer. Il y a 1000 raisons pour que Jinwoo intervienne, et ce, plutôt que prévu. Ce que j'aimerais vite savoir, c'est à quel moment précisément il va décider d'apparaître de nulle part.